Vous écoutez Une abeille open source pour un environnement empoisonné, un podcast produit par The Soft Protest Digest. C'est indiscutable, l'hyper-industrialisation de nos systèmes alimentaires anéantit la biodiversité de nos écosystèmes. Un excellent témoin et l'exemple type de cet effondrement est celui de l'abeille. Pour aborder cette problématique, nous sommes rendus en Essonne, dans la banlieue parisienne, à la rencontre de l'apiculteur et biologiste Julien Perrin. Julien élève des abeilles Buckfast, une espèce rustique, autrement dite résistante à tous les désastres qui lui font face. En collaboration avec une grande communauté d'apiculteurs, il travaille à multiplier des lignées d'abeilles que l'on peut considérer comme libres ou open source. Selon lui, l'abeille doit rester un commun dont aucune industrie ne peut prendre possession, pour éviter à tout prix de tomber dans l'écueil des semences et des races propriétaires. L'indifférence face au déclin de l'abeille répond aussi à un manque manifeste d'empathie de l'humain face à l'insecte. Il y a en vérité une grande méconnaissance des insectes sociaux que l'on pense intelligents seulement par effet de groupe. Et pourtant, ces insectes ont une intelligence qui leur est propre. Pour l'illustrer, nous avons raconté sous la forme d'un Umwelt, c'est-à-dire à la première personne, la conduite d'une abeille. Ce texte, qui viendra ponctuer notre entretien, a été écrit, puis évalué au mot près, par Fanny Reibach, biologiste et chercheuse au CNRS, spécialisée dans la communication interespèces. Il est lu par la comédienne Garance Kim. Bon épisode. On récolte 200 rennes. On prend des rennes dans 200 caisses tous les mardis. Le mercredi, on met 200 cellules. Donc on va introduire 200 cellules qu'on a faites. Le jeudi, on fabrique des routiers mâles. Donc on sur une salle à phase mâle. Le vendredi, on vient lever les cellules royales, donc qui sont là-dedans. Le samedi, on greffe les cellules royales. Et le dimanche, on insémine. Puis ça, tout le temps. Donc du coup, moi je m'appelle Julien Perrin, je suis apiculteur depuis 2009 et mon exploitation c'est Happy Happy. Je suis toujours intéressé par diffuser l'information sur les abeilles puisque c'est vraiment une passion et c'est important aussi de diffuser une apiculture qui a du sens. Et vous pourrez retrouver plein d'articles sur mon site qui est happyhappy.fr. Donc moi je suis éleveur en Buckfast depuis 2009. Et en fait, mon travail, ça va être de multiplier des abeilles qui sont rustiques. Donc ça veut dire quoi ? C'est des abeilles en fait qui meurent pas, qui vont pas avoir besoin de produits chimiques ou d'autres trucs pour vivre. Et tout ça pour que les apiculteurs ils puissent avoir des exploitations qui soient les plus libres possibles, qu'ils soient pas dépendants de la chimie ou d'autres trucs en fait. Et voilà, et je travaille avec une race donc, qui est la Buckfast, même si j'ai commencé avant, j'étais en noir, en abeille noire. Et en fait, la Buckfast, pourquoi j'aime beaucoup cette race, c'est que c'est en fait une sorte de communauté qui est dans le monde, mais surtout en Europe, où les gens échangent beaucoup d'abeilles entre eux de manière libre. Et du coup, comme c'est une communauté où il y a beaucoup d'échanges et que les choses sont libres, ça permet d'avancer assez vite sur des projets. Le projet qu'on a actuellement, le projet fort, c'est par exemple de multiplier des abeilles qui sont résistantes à un parasite qui s'appelle le varroa. Ce parasite, il suce les molymphes des abeilles et leur tissu adipeux, et ça les rend faibles, ça leur donne des virus. Et nous, en fait, ce qu'on essaie de faire, c'est de multiplier les abeilles qui sont naturellement capables de gérer ça. On peut aller un petit peu plus dans le détail, justement, comme tu as abordé la question du varroa. On peut en profiter pour énumérer tous les défis, un peu les horreurs, on va dire, auxquelles font face les colonies d'abeilles actuellement. Donc varroa, tu nous en as parlé pour la Buckfast, mais quels sont les autres problèmes qui touchent les abeilles ? Alors en fait, les problèmes des abeilles, ils sont assez multiples, ils sont assez larges. Le premier problème des pollinisateurs au sens large et des abeilles aussi, du coup, ça va être en fait l'artificialisation des milieux. En fait, on n'a plus une sorte de grande diversité des milieux, de grande diversité des fleurs. Aujourd'hui, avec l'érosion de la biodiversité, on a des grandes plaines avec qu'une fleur, puis après plus rien au même endroit vu que la fleur est passée. Et du coup, ça fait qu'à la place d'avoir une diversité de ressources, une diversité dans son régime alimentaire, et puis une ressource qui est à peu près constante, l'abeille elle va être face à des moments où on va avoir beaucoup une ressource, puis plus rien. Pour prendre une image, c'est un peu comme si nous, on avait que de la salade à manger. Peut-être que manger de la salade, c'est bien, mais si on n'a que ça à manger, ça pose problème. En fait, on a besoin d'avoir une diversité. Et donc ça, c'est un gros problème pour les pollinisateurs. C'est cette faible disponibilité en ressources et aussi cette
appauvrissement de la diversité des ressources. Ensuite, un autre problème qu'on a, c'est que en fait, la chimie qui est dans le milieu, qui va avoir un impact fort sur les pollinisateurs. Par exemple, on a des articles qui montrent que la mobilité du sperme des mâles en fait, diminue chez les abeilles face à certains produits chimiques. Et du coup, ça joue directement sur la capacité des abeilles à se reproduire. Donc on peut comprendre que ça a un impact sur les abeilles fort. Ça peut avoir d'autres impacts aussi sur leur capacité à se reconnaître dans le milieu. On imagine bien qu'une petite abeille, elle va butiner jusqu'à 10 km. Du coup, elle a besoin d'avoir une connaissance du milieu qui est juste énorme. Et que si elle est perturbée à ce moment-là, se perdre, c'est quelque chose de très simple. Et ça peut avoir un impact fort sur les colonies, ça. On a aussi la mondialisation qui a ramené en fait plein de nouveaux problèmes. Par exemple, aujourd'hui en apiculture, penser que les abeilles locales sont les plus adaptées, c'est juste faux. Parce que la mondialisation, elle a ramené des problèmes que les abeilles locales ne connaissent pas. Par exemple, les plus connus, ça va être le varroa. Donc, c'est une sorte d'acarien, de crabe qui suce le sang des abeilles. Pour vous donner une petite image, c'est un peu comme la petite ventouse qui est dans Alien qui vous suce le sang qui est sur vous. C'est pas quelque chose de super agréable. Ensuite, on a d'autres parasites qui sont issus de la mondialisation qui sont plus petits. On va avoir des bactéries ou des champignons qui vont attaquer le développement du couvain. Donc, on a les loques américaines, entre autres, qui ont un effet fort sur les colonies puisqu'elles ne sont pas adaptées à cette maladie et qui vont être très problématiques pour les abeilles. On a des trucs plus gros, on a les frelons asiatiques qui se mettent devant les ruches et qui vont en fait stresser les colonies. Les frelons asiatiques, ils vont pas vraiment manger les colonies. En fait, c'est plutôt le coût de la peur qui est un problème. C'est qu'ils font tellement peur aux abeilles qu'en fait, elles sortent plus pour se nourrir et après, elles vont mourir de faim. Et puis après, on a un problème auquel on est tous confrontés. C'est qu'on a les changements climatiques. On s'en rend pas forcément compte peut-être quand on habite en ville, mais nous, à la campagne, on s'en rend compte. C'est que des espèces d'arbres qui étaient avant adaptés à nos climats souffrent beaucoup des sécheresses, des canicules qu'on a, et du coup ne produisent plus de miel. Je crois qu'il y avait l'ONF qui avait fait une petite modélisation pour voir un peu la répartition des êtres en France et qui disait que dans 2050, alors peut-être que je me trompe sur le chiffre exact, mais on aurait quasiment plus de êtres en France. Et donc du coup, tous ces bouleversements font que l'abeille, effectivement, c'est assez compliqué. Est-ce qu'on a réussi à savoir exactement d'où il venait, le varroa ? Oui, mais en gros, c'est un parasite qui était sur donc une abeille d'une autre espèce, qui est Apis cerana. Apis cerana, elle a vécu depuis longtemps avec le varroa, donc elle avait développé des stratégies de défense. Et d'ailleurs, c'est une abeille qui ne produit pas de miel. Elle met beaucoup d'énergie à se défendre, mais du coup, elle fait beaucoup moins de miel. Mais le truc, c'est que comme les gens voulaient produire du miel, ils ont apporté des abeilles à miel, donc Apis mellifera, dans les pays d'Asie, entre autres, ou via la Russie. Et en fait, ces parasites sont passés d'Apis cerana à Apis mellifera. Et en fait, avec les grandes transhumances russes, en fait, on a le varroa qui arrive en Europe par les pays de l'Est et qui est arrivé de mémoire en France en 1986. Et du coup, on imagine bien que le varroa en France est là depuis à peu près 30 ans, quoi. Donc on peut comprendre qu'à l'échelle de l'évolution, c'est juste rien. Et que du coup, nos abeilles locales, elles ne comprennent pas ce qui se passe. Et que c'est pour ça que moi, mon travail, ça va être d'identifier celles qui naturellement sont résistantes à ça. Et en fait, de les multiplier pour justement pas avoir besoin de mettre de la chimie ou d'autres trucs comme ça pour gérer le problème, en fait. De juste faire que le problème se gère naturellement, quoi. Et donc tu as parlé des transhumances russes, justement. Est-ce que tu peux nous parler peut-être un peu plus précisément, parce que c'est une chose que peu de gens connaissent, cette question de la transhumance et de l'utilisation des abeilles exclusivement pour polliniser des cultures ? Ça, c'est quelque chose qui est peut-être, et même malheureusement, l'avenir de l'apiculture. C'est qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'on a un effondrement drastique de la biodiversité. Pour vous donner un ordre d'idée, on a 2% des pollinisateurs qui meurent chaque année. Alors, à l'échelle des espèces. C'est à peu près 2%, c'est le volume de la population qui est mort durant la grippe espagnole. Donc la grippe espagnole, pour nous, quelque chose de catastrophique. En fait, il se passe à l'échelle des espèces, chez les pollinisateurs, tous les ans, année après année. Du coup, en biomasse de pollinisateurs, on a perdu, je crois, à peu près 76% de la biomasse de pollinisateurs. Ça, vous le voyez tous les étés quand vous partez en vacances. Avant, vous partiez en vacances, votre voiture, elle était pleine de moustiques et de pollinisateurs écrasés dessus. Maintenant, vous partez en vacances, votre voiture, elle est tout le temps aussi propre quand vous avez fini votre trajet. C'est qu'en fait, il n'y a plus de pollinisateurs. Ils sont quasiment tous morts. Et à l'échelle de la diversité des espèces, on a presque perdu la moitié de la diversité des espèces de pollinisateurs. Donc, du coup,
Ça, c'est juste le marqueur qu'on a un milieu qui est extrêmement problématique. Du coup, vu que ces pollinisateurs n'existent plus, eh ben, il existe un problème maintenant de pollinisation. Et ça, c'est un enjeu fondamental parce qu'en fait, on a un tiers de notre régime alimentaire qui va dépendre de plantes qui sont pollinisées en fait, et que du coup, vu que les pollinisateurs sont déficients à cause de l'environnement, eh ben, il va falloir le gérer ça. Et sans compter que les pollinisateurs, ils vont avoir aussi d'autres rôles dans la chaîne alimentaire, ils vont permettre à des poissons d'être présents, ils vont aussi permettre à des oiseaux d'être présents, donc en fait ils ont un apport écosystémique, ils aident l'environnement à fonctionner. Et au niveau de la transhumance, c'est quoi? Vu qu'il n'y a plus de ressources, les apiculteurs vont devoir courir après la ressource pour que les abeilles ne meurent pas de faim, donc ils vont devoir déplacer leurs caisses, leurs ruches. Et après, il y a le truc, c'est que les agriculteurs qui ont besoin de pollinisateurs, eh ben, ils vont aussi appeler les apiculteurs pour qu'ils viennent polliniser et passer des contrats avec eux. Ça reste modéré à l'échelle de la France, mais aux États-Unis, c'est des choses qui sont juste colossales. C'est qu'un apiculteur qui va faire les amandiers en Californie va faire à peu près le tour des États-Unis pour polliniser d'autres cultures comme les cranberries ou voilà, d'autres structures. Donc maintenant qu'on a abordé, disons, ton activité et finalement les problèmes que tu essaies de résoudre avec ton élevage d'abeilles Buckfast, j'aimerais qu'on parle plus du cycle de vie en général des abeilles parce que c'est aussi une des façons peut-être de donner envie aux gens d'agir, c'est de leur donner de l'empathie. Et l'empathie, ça passe aussi par la connaissance. Pour commencer, est-ce qu'on pourrait peut-être commencer par... voilà, il y a un œuf qui tombe au fond d'une alvéole, c'est un œuf d'ouvrière. Qu'est-ce qui se passe après? Mais en fait, il y a un œuf qui tombe au fond d'une alvéole, et cet œuf, il n'est pas encore déterminé entre ouvrière et reine. Il va être nourri en fait à la gelée royale. Donc, il va se développer pendant 3 jours, et après il va être nourri à la gelée royale une fois qu'il aura éclos et que ça sera une larve. Ces larves vont se développer encore pour former une sorte de cocon, un peu comme les papillons. Et dedans, il y aura une nymphe qui va ensuite éclore pour donner une abeille adulte. Cette abeille adulte, ça sera soit une ouvrière, les abeilles classiques qu'on connaît, soit une reine en fonction de la quantité de gelée royale qui leur a été donnée pour leur développement. Dans les premiers stades, tout le monde a de la gelée royale, mais après les 3 premiers jours de larve, il va y avoir un changement. En fait, les abeilles d'ouvrière auront plutôt une bouillie pollen-miel, alors que les reines auront tout le temps que de la gelée royale. Ça, c'est fou de montrer qu'une substance qui est dans l'alimentation va complètement conditionner les gènes qui vont s'activer pour le développement en fait, de l'individu. C'est comme si nous, si jamais on mange que du pain d'épices, et on devienne super costaud. Moi, j'ai pas dû en manger peut-être assez, mais... Ouais, alors... Alors moi, il y a une chose que je voulais savoir, c'est en fait parmi toutes les substances généralement qui leur servent à s'alimenter, que les abeilles vont produire. Donc comme tu le disais, il y a la gelée royale, il y a le miel et il y a le pollen. On sait que le miel est produit à partir de nectar et bon, le pollen, ou ce qu'on appelle le pain des fleurs, c'est produit à partir du pollen sur les fleurs. Mais donc la gelée royale, comment elle est produite par les abeilles? Alors en fait, la gelée royale, c'est les abeilles vont se nourrir justement de pollen et de miel, et en fait, elles vont, avec leurs glandes, sécréter une substance qui va être en fait la gelée royale. Voilà, nous, dans notre corps, on sécrète plein de substances, des sucres pancréatiques pour la digestion, l'amylase qu'on a dans la bouche pour commencer à digérer l'amidon. Voilà, elles, avec le même mécanisme, en gros, elles vont sécréter une substance qui va servir en fait d'alimentation enrichie, améliorée et spécifique pour les reines ou les larves au début. Ces abeilles, justement, qui vont sécréter le plus souvent de la gelée royale, ça va être les abeilles qu'on appelle des nourrices. Est-ce que tu peux nous parler plus précisément, donc, parmi les ouvrières, des différents rôles qu'elles vont avoir au cours de leur vie? Donc... En fait, il existe plusieurs échelles de spécialisation dans la ruche. En fait, on va avoir une spécialisation de caste à l'échelle de presque du sexe ou des types d'individus. On a les ouvrières qui vont travailler, que tout le monde connaît. On a la reine qui va avoir une fonction de ponte. Elle n'a pas une fonction de direction, elle a vraiment une fonction de ponte. Et on a aussi les mâles qui vont avoir une fonction de reproduction. Eux, ils vont juste servir à aller féconder des reines à un moment un peu particulier. Donc là, on a une spécialisation de caste. Mais aussi, il y a une spécialisation temporelle, tout particulièrement chez les ouvrières. Les ouvrières, quand elles sont jeunes, elles vont être nourrices et elles vont passer par plein de stades pour, une fois qu'elles seront vieilles, être butineuses ou même exploratrices. C'est le mode le plus spécialisé de la butineuse, c'est les butineuses qui vont aller chercher la ressource.
Pourquoi j'ai présenté brièvement en fait le passage de toutes les castes, c'est parce que surtout ce qui est intéressant à voir là-dedans, c'est qu'au cours de l'évolution, il a été sélectionné que le fait d'aller prendre des risques dehors, ça soit dans les stades les plus âgés. Et le fait de s'occuper à l'intérieur de la ruche, à proximité, en sécurité, c'est pour les stades les plus jeunes. Je trouve que c'est assez joli, en fait. On voit comment, au fur et à mesure, l'évolution a sculpté, en fait, comment fonctionne une ruche. Je suis née dans le noir d'une ruche qui sent le miel et l'information. Je suis née dans le noir d'une ruche dont j'apprécie le bourdonnement ininterrompu du réseau qui vibre comme un câble sous mes pattes et m'indique qui et où et quand. Je reconnais le vrombissement affairé de mes sœurs au travail et l'acharnement dévoué de ma mère. Elle est reine, elle pond 4000 enfants par jour. Je ne vois pas. Je sens le poids des fruits de son travail tomber délicatement sur le sol ciré des chambres. On m'effleure les antennes, on a besoin de soutien. Aujourd'hui, je décide et je travaille dans l'escorte royale. À mon ordre aujourd'hui, veiller sur mes nouvelles petites sœurs. Passer derrière leur mère, inspecter chaque alvéole, vérifier que le nouvel œuf est bien attaché et le jeter si besoin. Du bout de ma langue, inonder la chambre et attendre que ma gelée royale les fasse grandir, puis le miel et le pollen. Fermer la porte. C'est à peu près à quel âge qu'une abeille en général va se retrouver dehors, aller explorer pour trouver de nouvelles ressources? En fait, ce qui se passe entre la ponte et la naissance d'une ouvrière, il y a environ 21 jours. Et entre le fait qu'elle naisse, en tout cas qu'elle sorte de ce couvain et qu'elle aille dehors, il y a environ, encore une fois, à peu près 21 jours. Il ne faut pas prendre ces chiffres comme des absolus, en fait. La ruche, elle a une certaine plasticité. Par exemple, si on enlève toutes les butineuses d'une ruche, et bien, en fait, des abeilles jeunes pourront devenir butineuses. Et inversement, si on enlève toutes les abeilles jeunes, des abeilles plus vieilles pourront revenir butineuses. Donc il y a quand même une vraie plasticité à l'intérieur de la ruche. Mais en gros, voilà, c'est ça. C'est qu'on a 21 jours dans le couvain, 21 jours à l'intérieur de la ruche, et encore globalement 21 jours où elles vont être butineuses. Et en fait, la fin de leur vie, c'est quelque chose qui va être variable. Ça dépend des conditions météo, de beaucoup de choses, de l'environnement. Mais ça va aussi dépendre de la saison. On a les abeilles qui sont en fait qui naissent en saison, donc on va dire au mois de juin, juillet, qui vont avoir une vie courte parce qu'elles vont beaucoup travailler. Par contre, on a les abeilles qui vont naître à la fin de l'été, durant l'automne, qui vont, elles, survivre tout l'hiver. Donc, qui vont avoir une durée de vie vraiment plus grande. Cette durée de vie, c'est pas simplement les conditions de l'environnement qui font ça. Ce qui est joli, c'est qu'en fait, la température auquel elles vont être élevées quand elles sont petites va modifier l'expression de leurs gènes et faire qu'elles vont avoir, par exemple, plus de gras pour tenir, par exemple, plus longtemps l'hiver. Donc, il y a vraiment tous les paramètres environnementaux qui vont vraiment jouer dès le développement de l'abeille sur comment elle va affronter l'environnement. C'est assez joli, quoi. C'est pas juste elles font rien, elles vivent plus longtemps, quoi. C'est qu'il y a aussi des mécanismes d'anticipation qui ont été sélectionnés au cours du temps. Je pense qu'on peut quand même un peu aller dans les détails des autres spécialisations qu'il y a entre l'état de nourrice et d'exploratrice. Par exemple, moi, il y a un truc que j'ai trouvé incroyable, c'est la façon dont elles peuvent sécréter une cire sur leur abdomen, si je me souviens bien. Et ce qui leur permet de construire leur habitat finalement. Ben oui, effectivement. Alors, il y a plusieurs tâches qui existent chez les ouvrières. Donc, on a les nourrices qui vont s'occuper en fait de ce qu'on appelle du couvain, en fait, des bébés abeilles. On va avoir aussi des abeilles qui vont nettoyer. Et on a aussi des cirières qui sont globalement des abeilles plutôt jeunes. Et donc là, c'est juste très joli comme mécanisme. On a les abeilles qui se nourrissent quand même en grande partie, mais pas que, de sucre. Donc c'est comme si nous on se nourrissait en grande partie de soda. Chez nous, les humains, ça crée un grave problème qui s'appelle l'obésité. Chez les abeilles, l'évolution a fait qu'elles ont réussi à détourner un peu ce problème. Le surplus de gras, on va dire, ça va leur permettre de faire un produit gras qui s'appelle la cire. Et du coup, à partir de cette graisse, elles vont l'utiliser en fait pour sculpter justement tous les rayons qui vont permettre le développement du couvain, et vont lui permettre aussi de voter, de garder sa reine ou de la changer. Les abeilles ont la capacité, si jamais elles sentent que la reine est moins bonne, de mettre des petits copeaux de cire. Chaque abeille met son petit copeau de cire, et si toutes les abeilles mettent un copeau de cire, ça fait une cellule royale qui a une forme particulière. Et du coup, quand la reine va pondre dedans, les abeilles vont lui donner que de la gelée royale et ça donnera une reine. Donc la cire, c'est vraiment quelque chose qui est passionnant. On pourra en parler encore très longtemps. Ça a des propriétés particulières de conduction des vibrations qui permettent aux abeilles en fait de pouvoir communiquer entre elles. Et d'ailleurs, c'est un problème grave dans la filière.
c'est qu'aujourd'hui ces cires elles sont parfois adultérées avec d'autres produits qui font que ça perturbe en fait tout ça et que ça peut avoir des impacts forts sur justement comment les larves d'abeilles se développent, comment les rayons tiennent, et du coup ça c'est une grosse problématique qu'on a actuellement. Pendant qu'on parle de la cire, on peut aussi peut-être parler de la façon complètement dingue dont chaque rayon, et peut-être la ruche plus généralement, est utilisé par les ouvrières comme une sorte de carte qui leur permet par différentes danses de donner des informations très précises à leurs sœurs ouvrières, et plus particulièrement aux butineuses, pour trouver exactement l'emplacement d'une source de nourriture et concentrer les efforts de la ruche sur un endroit en particulier. Oui, la cire est travaillée de manière spécifique pour donner la forme des rayons. Donc ça c'est assez joli. En fait, les abeilles elles vont mettre des petites écailles de cire autour d'elles pour faire des ronds de cire. Ces ronds de cire accolés les uns aux autres vont donner des hexagones, un peu comme si nous on collait des bulles de savon dans une baignoire en fait. C'est une forme stable de manière thermodynamique, c'est pas les abeilles qui vont sculpter ça, c'est le fait de coller des ronds les uns à côté des autres, ça forme cette forme particulière, parce que la cire justement elle a ce point de fusion bien particulier qui va permettre ça. Vous comprenez que c'est un équilibre très fin, il faut que ça soit plastique, mais si c'est trop plastique ça tombe, donc on comprend bien comment l'importance d'avoir des cires de bonne qualité c'est important. Ensuite, sur le dessus des alvéoles d'abeilles, il y a une sorte de petit bourrelet de cire un peu plus épaisse, une sorte de maillage comme ça. Et ce maillage, il va permettre justement aux vibrations de passer. Et ces vibrations, à quoi elles vont servir? Dans la ruche, il n'y a pas beaucoup de luminosité. Et du coup, les abeilles, elles vont faire des danses pour indiquer où se trouve la ressource. Comment ça marche ces danses? En fait, les abeilles, quand elles sortent de la ruche, elles peuvent connaître la position du soleil, soit en le voyant directement, soit avec d'autres capacités qu'elles ont. Et du coup, à l'intérieur de la ruche, elles vont communiquer la position des ressources via la position du soleil. À l'intérieur de la ruche, il n'y a pas de soleil, du coup, elles vont considérer que le soleil, c'est le haut du cadre. Donc elles vont faire des sortes de 8, où en fait, l'axe central du 8 va indiquer la direction par rapport au soleil. Et le nombre de frétillements sur cet axe va indiquer la distance. Et pourquoi des frétillements? C'est parce que on comprend bien, une abeille qui allait très loin, elle a beaucoup volé, elle a beaucoup bougé, et du coup elle exprime ça en fait dans sa danse en disant il faut beaucoup bouger, elle va faire beaucoup de frétillements. Et en plus, il va falloir qu'elle communique sur la qualité de la ressource, et du coup elle garde une petite goutte de nectar dans sa bouche qu'elle va donner aux abeilles qui sont venues écouter cette danse et voir où se trouve la ressource, pour que les abeilles puissent se dire ah oui, la ressource est bien, ah non, la ressource c'est pas bien. Des mécanismes de contrôle. Quand on a des ressources qui sont toxiques, on a les abeilles qui peuvent s'en rendre compte et justement ne pas aller vers ces ressources. Certaines sont attroupées plus loin dans le couloir de cire. Une danse. Elle dessine 2 cercles réunis en forme de signe infini. Les centres de ces 2 boucles permettent de tracer une ligne droite invisible orientée 13 degrés à gauche du soleil. La direction. Tout en se déplaçant, elle vibre en rythme. 6 secousses. La distance. Nouveau nectar à 13 degrés, 6 secousses. Une goutte prélevée pour mesurer de sa qualité. On goûte. Il aurait été professionnel de ma part de recouper les danses de mes sœurs exploratrices pour m'assurer de la fiabilité du plan de vol. Mais je décide et je m'élance. En me faufilant entre elles, mon chemin croise celui de celles qui raffinent le miel. Leurs langues sont occupées. Occupées à avaler et à régurgiter le nectar qu'elles versent, liquide, au fond des cuves alvéolées. Il faut le conserver, et il faut le ventiler. Et leurs ailes vibrent et font circuler l'air qui lui permettront de sécher. Un miel sec pour 6 mois de froid. Sec. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est finalement le pollen et qu'est-ce que c'est que le miel? Le miel, ça vient du nectar qui est produit en fait par les végétaux, que les abeilles vont les récupérer. Ce nectar, c'est une solution sucrée qui est assez riche en eau finalement, globalement, et que les abeilles vont ramener à l'intérieur de la ruche, dans leur jabot, enrichir du coup ce nectar en enzymes particulières, puis dans la ruche, le sécher en ventilant, ce qui va réduire en fait la quantité d'eau dans ce nectar. Et avec cette quantité d'eau qui est réduite plus les enzymes qui sont apportées, on arrive à un produit qui est encore un peu vivant finalement, qui va être le miel. Le miel, il peut aussi venir pas directement de fleurs, mais de miela. C'est les petites gouttes de solution sucrée que les pucerons vont éjecter. Les pucerons, ils sucent en fait la sève des arbres ou des plantes, et du coup les abeilles peuvent récupérer les petites gouttes de ce miel-là et aussi en faire un miel avec. Mais avec les mêmes mécanismes, en rajoutant des enzymes et en diminuant la quantité d'eau.
Donc ça, c'est pour le miel. Et pourquoi je dis que le miel, c'est un produit vivant? C'est parce qu'en fait, il contient plein d'enzymes qui ont besoin de conditions de température particulières pour pouvoir fonctionner. Et on a un produit qui est encore plus vivant, le pollen. Le pollen, ça va être l'équivalent du sperme ou des gamètes, en fait, chez les fleurs. Et elles vont, avec ça, rajouter un petit peu de miel pour arriver à l'agglomérer, arriver à faire des petites pelotes. Et aussi, ce qui est très très intéressant, c'est qu'elles vont rajouter à ça toute une flore de micro-organismes qui vont être des bactéries et des levures qui vont en fait fermenter en fait, ce pollen, un peu comme une choucroute. Ça va permettre à ce pollen d'être plus digeste en fait, parce que c'est quelque chose qui est très protégé chez les fleurs, donc de mieux le digérer, et surtout qui va apporter plein d'éléments nutritifs à ce pollen. Voilà, le pollen c'est des protéines pour les abeilles, c'est l'équivalent de nos steaks, mais c'est aussi tout un microbiote avec. Voilà, c'est comme nous quand on prend un vinaigre de cidre et qu'on voit qu'il y a une mer dedans ou un yaourt, c'est quelque chose qui nous apporte plein de micro-organismes, et c'est quelque chose, les micro-organismes qui sont extrêmement importants pour le fonctionnement de notre corps en fait. Ben, le pollen, c'est aussi le moment où les abeilles vont pouvoir justement enrichir leur microbiote en microbiote positif. 13 degrés, 6 secousses. Je décolle et le parcours devient noir et blanc. Il faut rester concentré, donc ne plus recevoir d'informations colorées, puis arriver à destination et les retrouver. Nous ne sommes pas seuls. Les autres bourdonnent et sont là. Ces pollinisateurs ne sont pas moi, ni comme mes sœurs. Ils ont une autre forme, une autre teinte, une autre lenteur, mais dépendent aussi du sang des fleurs. Certaines d'entre elles ne s'ouvrent qu'à moi, quand certaines d'entre elles ne s'ouvrent qu'à eux. Elles leur sont réservées. Bientôt, je suis couverte de pollen jaune et flottant, et je me peigne, amalgamant les billes en pelote, les mélangeant au miel, puis les collant pour le transport sur mes pattes arrière. J'en fais mon stock et je choisis la fleur. Sur ses pétales, les motifs ultraviolets m'indiquent la direction de son centre. J'aspire son nectar et me remplis, et fleur suivante. Je rentre chargée, et de mémoire, à notre ruche et sors ma langue, ma sœur la sienne, et lui confie le miel. Notre miel sera séché, puis stocké en cuve de cire, nos glucides, le pollen mélangé à la levure, fermenté en pain, nos protéines, nos vitamines. Donc maintenant qu'on a vraiment quand même bien développé, bon pas dans tous les détails, mais quand même une bonne partie du cycle de vie de l'ouvrière, j'aimerais revenir à la reine que tu as un peu abordée quand on parlait de la façon dont les abeilles se développaient dans le couvain. Donc est-ce que tu pourrais m'expliquer justement par ce système de vote, en partant disons de ce système de vote, quelle va être l'existence d'une reine quand elle sort de son cocon, quand elle n'est qu'une nymphe, qu'elle n'est pas encore fécondée, comment elle va se retrouver à être fécondée et quel va être son mode de vie après la fécondation. Donc une reine, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est un œuf féminin, donc qui pourrait être soit ouvrière soit reine, qui va être nourri de manière préférentielle en gelée royale, tout ça à cause de la forme de la cellule qui est particulière. Cette reine, à la place de se développer en 21 jours, elle va se développer en 16 jours, elle va naître le 16e jour. Et cette reine, quand elle va naître, elle sera vierge. Du coup, au bout en gros d'une semaine, elle va sortir de la ruche pour déjà reconnaître la position de la ruche par rapport à l'environnement, mais après pour aller se faire féconder. Pour se faire féconder, ça va être des lieux particuliers. Donc dans ces plateaux de fécondation, on a les reines qui vont rencontrer les mâles. Elles sont accompagnées en fait d'une sorte de garde, d'escorte, qui vont les accompagner. Quand elles vont sortir, elles vont se faire féconder par les mâles. Et comment ça marche? En fait, c'est pas une fécondation, c'est simplement une copulation. La fécondation, c'est ce qui va être fait au niveau de l'œuf, comme on l'a expliqué tout à l'heure. Et au niveau de la copulation, on a les mâles qui vont suivre les reines, qui ont un pénis énorme, qui est quasiment aussi gros que leur corps, en fait, qui va rentrer dans les reines et qui va rester coincé. Et ces mâles, du coup, ils vont s'arracher le pénis pour partir de la reine. Et en fait, il y a la cohorte ou parfois aussi en retournant à la ruche, les abeilles vont s'enlever, ou les reines vont s'enlever ce pénis pour pouvoir se faire féconder de nombreuses fois. Donc globalement, c'est en moyenne 12 fois, mais c'est pas un absolu, ça peut varier. Et du coup, il y a une vraie compétition entre les mâles là-dessus. On voit qu'ils bloquent en fait l'appareil repro de la femelle en laissant leur pénis dedans. Ils vont aussi bloquer en fait la migration du sperme en fait dans la reine. Au sperme est mélangé un truc qui s'appelle le mucus, qui va justement empêcher le sperme des concurrents de rentrer dans la reine aussi. Donc il y a une grande compétition. Ensuite, cette reine elle revient à la ruche
Et là, en marchant et avec la chaleur de la ruche et avec le contact avec les autres abeilles, ça va faire migrer tout ce sperme dans une sorte de petite poche à sperme, dans une petite gourde à sperme qui s'appelle la spermathèque. Donc c'est pour ça que le terme fécondation là il est vraiment impropre. La fécondation c'est quand on a l'ovule qui va rencontrer un spermatozoïde. Là c'est pas du tout le cas. Là on a en fait une copulation en fait qui va permettre à la reine d'engranger du sperme pour en fait toute sa vie. Cette migration, cette maturation du sperme vers sa spermathèque, ça prend environ 1 semaine, 3 jours, c'est variable suivant les conditions météo. Et qu'à partir de là, la reine va commencer à pondre plus de 1000 œufs par jour, 3000, toute sa vie. Donc en fait, la reine, c'est juste une machine à pondre des œufs et à mettre des petites gouttes de sperme pour faire des abeilles. Cette machine à pondre, en fait, elle va expliquer qu'elle est de bonne qualité en sentant bon. Elle sent très bon, la reine. Elle diffuse son odeur dans la colonie. C'est un signal honnête de présence et de qualité. Au fur et à mesure du temps, on a en fait le sperme qui va être de moins bonne qualité. Et qui va s'épuiser. Du coup, la reine, en fait, elle va pondre des œufs, mais en mettant le sperme dessus, ça va pas toujours marcher. Les œufs, ils vont pas toujours se développer. Et du coup, la reine, en même temps, elle va sentir moins bon. Et c'est dans ces conditions-là que les ouvrières vont décider de la changer. Et la reine, elle va vivre à peu près combien de temps en général ? Ça, c'est quelque chose qu'on a vraiment vu évoluer. Avant, les reines, elles vivaient 5 ans. En tout cas, moi, mon grand-père, c'est ce qu'il me racontait tout le temps. Et maintenant, en fait, elles vivent 2 ans, 3 ans. Pourquoi ? C'est parce qu'on a un environnement qui est de plus compliqué. Et on l'a vu plus compliqué, entre autres, pour le sperme. Pour la qualité du sperme. On le voit malheureusement chez les humains aussi. Et du coup, en fait, ça réduit en fait, la durée de viabilité des reines. En fait, dans leur spermathèque, elles ont du sperme qui est de moins bonne qualité, donc du coup, elles vont être changées plus rapidement par les abeilles, en fait. La reine n'a plus d'odeur. Pour être honnête, la reine a une odeur désagréable. Son rythme a ralenti. Moins de larves et un risque de ne pas passer l'hiver. Un vote et la reine meurt. Un vote et une reine naît. Je choisis et je produis mon bulletin de cire. Chaque voix est comptabilisée et la matière forme les murs d'une alvéole plus large. S'il y a désaccord, la construction ne sera pas terminée. S'il y a accord, la construction sera royale. Je décide, on bâtit. Une nouvelle inconnue est placée, se larve dans le cocon et ne reçoit pas le miel ni le pollen, mais uniquement la gelée qui la feront devenir reine. Pour s'instituer dès sa naissance, une cérémonie courte. Tuer d'un coup de dard celle qu'elle remplace. Les mâles voisins se préparent à leur unique tâche. La future reine sortira de la ruche et filera plus vite qu'eux. Ils devront la poursuivre et devront l'attraper, et devront être forts, et devront le prouver, car la jeune mère ne peut pas risquer de pondre les enfants de mâles de mauvaise qualité. Elle sort, elle se laisse féconder, il meurt, elle rentre, elle pond, jusqu'à la prochaine reine. Pour finir, finalement, l'abeille, c'est le pollinisateur qu'on a quasi domestiqué, ou en tout cas, toi, tu me parlais d'une vraie domestication, vu que tu gères aussi leur reproduction. Mais ce pollinisateur, c'en est un parmi des millions peut-être. Est-ce que l'abeille et l'apiculture en général a un effet, disons, positif ou négatif sur les autres pollinisateurs et sur leur mode de vie ? En fait, il y a plusieurs schémas. Effectivement, les abeilles, parfois, elles peuvent être en compétition avec les pollinisateurs qui sont en place. Mais par contre, toutes les actions que les apiculteurs vont mettre en place pour préserver le milieu, pour préserver leurs abeilles, vont aussi avoir un impact positif sur tous ces pollinisateurs qui vont aussi bénéficier de ce milieu qui devient de meilleure qualité. Puis après, pour la biodiversité, il y a quelque chose qui est aussi important à l'échelle de l'abeille. C'est qu'effectivement, si demain, on a une abeille qui est produite par des grandes sociétés de biotechnologie et qui est diffusée aux apiculteurs un peu partout dans le monde, comme certaines variétés de blé par exemple, et bien effectivement, là, on aurait une diversité qui serait juste catastrophique. Et du coup, nous, c'est pour ça qu'on milite, en fait. C'est que on va prendre une abeille et on veut qu'il y ait une grande diversité d'éleveurs qui sélectionnent une abeille ou qui multiplient les abeilles qui correspondent à ses besoins. Et en fait, de mettre beaucoup d'énergie, parce que ça nécessite beaucoup d'énergie, d'arriver à maintenir, en fait, cette diversité en apiculture de points de vue, pour que, justement, voilà, cette diversité génétique existe aussi en fait. Il faut pas que on ait des
des grandes firmes de biotechnologie qui maîtrisent complètement l'abeille, qui a la main dessus, et qu'on perde toute la diversité qui existe en fait. Merci d'avoir écouté Une abeille open source pour un environnement empoisonné. Vous pouvez retrouver l'épisode ainsi que d'autres podcasts sur l'application du même nom ou sur SoundCloud avec le mot-clé The Soft Protest Digest. Vous pouvez aussi vous rendre sur notre Wikipédia, thesoftprotestdigest.org, pour plus d'informations.